Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast des CSF. Donc aujourd'hui, on a comme invité Jean-Sébastien Provencher. On se connaît quand même depuis, d'après moi, si c'est pas 12 ans, 13 ans, ça doit être pas mal proche. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup dans le milieu. Donc merci d'être présent. Puis pour les gens peut-être qui ne te connaissent pas, peut-être juste, peux-tu faire une petite intro juste pour expliquer de où que tu viens et puis c'est quoi que tu fais en ce moment? Merci Louis-Xavier de l'invitation. Et oui, en effet, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Ça recule probablement à 2000, my God, 2013, 14, 15 peut-être, à tes débuts J'ai commencé en 2010, courtage en 2012. c'est Fait ça. que le Raymond s'est rencontré pas mal dans ces années-là, vers 2012-2013. Donc, ça fait déjà un bon moment. Le temps passe vite, hein? Oui, exactement. Oui. Moi, j'ai commencé en 1998 là, pour la petite histoire, la fin des années 90. J'ai fait deux réseaux carrières, puis j'ai migré, si on veut, vers le courtage, vers le B2B qu'on appelle en 2009, justement. Et puis, depuis ce temps-là, donc, je développe les relations avec les MGA puis les conseillers à travers le Québec et même dans toutes les provinces d'Atlantique là, où que j'ai couvert pendant 4 ans. Donc, ouais, c'est mon résumé, disons, historique. Ça fait. T'as été pas mal presque toute ta carrière comme représentant des ventes, directeur de développement des affaires pour des compagnies d'assurance. Ouais, mais j'ai commencé conseiller courtier. J'ai développé ma clientèle. Après ça, bon, il y a eu les rôles, tu sais, de recrutement, de coaching, de support, où j'ai continué à avoir des clients. Puis à ce jour, j'ai encore des courtiers qui m'appellent puis qui vont des fois me demander, tu sais, bon, de justement supporter, coacher, cadrer, si on veut, ce qu'ils veulent réaliser avec le client, concernant, tu sais, en l'alignant sur l'objectif du client et ou les objections, qu'est-ce que le client doit comprendre là, pour faire la transaction, pour se sécuriser au niveau de l'assurance. Ouais, ben c'est que t'en as toujours fait plus à cause que, tu sais, même dans la force des choses, ben, de ton côté, t'es même plus en charge de notre agent général. Et puis, on a gardé la relation ensemble. Puis, depuis toutes ces années-là, ben, t'es quelqu'un que j'ai toujours respecté. Puis, une des qualités que j'ai vues que t'as toujours d'ailleurs, c'était vraiment toujours, si tu disais que tu faisais quelque chose, tu le faisais, tu faisais tes suivis. Ça, je trouve que c'est important. Puis, moi, c'est une de mes notions que j'applique dans ma vie de tous les jours. Si je dis que je vais faire quelque chose, je le fais, puis je suis à mon affaire, mais ça, c'est un point que je trouve que tu as toujours eu Ouais. pas bonne qualité. Ben, écoute, je te remercie, mais c'est vrai, des fois, c'est mieux ouais, de moins parler, mais au moins de faire ce que tu as dit, de réaliser puis de régler les affaires exactes. Puis de ton côté, tu as quand même coaché beaucoup de conseillers dans ta vie. T'as-tu des conseils en particulier que de ton côté qui t'ont aidé toi à réussir dans ta vie ou que tu trouves que ça a fait la différence auprès de conseillers? Hmm. Ouais, écoute, c'est une bonne question. Ben, tu sais, tu veux dire conseil au niveau, ouais, pour un nouveau conseiller, En euh, général, c'est quoi tu en trouves tes général, écoute, meilleurs je me souviens avoir vu un vice-président d'assureur qui s'était fait poser cette question-là, bon, dans le contexte plus large, là. Je pense que ce que ça prend comme qualité là, pour être conseiller, conseillère, puis réussir, c'est vraiment une certaine curiosité. Ça prend une certaine curiosité intellectuelle. Il faut que tu aies envie d'apprendre ce que tu vas recommander à tes clients, mais il faut que tu aies envie aussi d'en apprendre à propos du client. Le client, il va vouloir avoir l'impression que tu adaptes ce que tu fais à lui ou à elle personnellement. Tu t'assures de bien connaître avec qui tu fais affaire, puis il faut que tu en saches plus que tu penses sur le client pour être aligné, si on veut, avec ce que tu vas recommander. Une chose que j'ai remarqué, disons, au fil des années, là, les conseils, des fois, essayent ils sont convaincus du produit, ils sont convaincus du besoin, le besoin, il est là, mais il faut que le client soit convaincu, il faut que le client soit totalement confortable avec le fait que c'est adapté à moi, donc à lui, le client, ou à elle. Tu sais. Faut fait garder que ça de à prendre l'esprit. le temps C'est un peu de. inconscient, mais faut garder ça à l'esprit, je pense, 100% du temps. Puis pas sous-admettre qu'un tel client, on propose tel produit, c'est d'être à Exactement. l'écoute, de s'informer, poser des bonnes questions stratégiques. Moi, à chaque rencontre avec avant avec un conseiller, ben, j'essaie d'aller chercher le plus d'informations possible.
pas vraiment, tu sais, ça prend quoi, 5 à 10 minutes, même pas, préparer une rencontre, puis au moins, tu as déjà des informations importantes à la base. Donc ça, moi, j'ai toujours fait. Tu sais, des fois, il y a des conseillers qui travaillent des clientèles existantes, ils prennent même pas le temps de regarder c'est quoi les contrats. Tu sais, quand tu fais un client existant, tu regardes c'est quoi les polices, c'est quoi, qu'est-ce qui est écrit dans la proposition. Des fois, tu peux voir, tu travailles-tu toujours pour telle entreprise? Tu sais, c'est juste une question d'avoir des liens de connexion, puis pas avoir l'air d'avoir aucun détail sur la personne avant de l'appeler, là. Exactement. Exactement. Tu sais, des fois, tu vas rentrer dans une boutique ou je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu vas, je sais pas, magasiner une voiture, peu importe, puis tu as l'impression que la personne ne comprend pas qui tu es ou d'où tu viens. Puis ça devient comme un peu agaçant. Dans le fond, la responsabilité du vendeur, du conseiller, de la conseillère ou de la personne qui fait le développement des affaires, c'est premièrement connaître qui est assis en avant de toi. Puis deuxièmement, c'est de tout faire pour que cette personne-là achète de toi. C'est ça, fondamentalement, la responsabilité. C'est je te connais, maintenant tu sais ce que je fais, maintenant je vais tout faire pour gagner ton respect, gagner ta business. Parce qu'on le sait les deux que tu vas finir par souscrire, tu vas finir par acheter la protection, le produit, l'investissement, peu importe. Et là, tu prends la responsabilité comme conseiller, comme conseillère, 100% de la responsabilité d'obtenir la transaction que le client achète de toi. Effectivement. Puis Mm. de trouver. Puis tu sais, les gens, des fois, ils comprennent pas, mais on a vraiment, en tant que conscience sécurité financière, une importance qui est tellement cruciale dans la vie des gens. Au fil des années, j'ai tellement vu de personnes qui ont fini par réclamer, qui ont réellement eu besoin des produits. Puis c'est pas juste de la vente, là, de l'assurance. C'est sûr que c'est un produit qui est différent, parce que c'est pas comme un auto que tu vois, que tu peux conduire, que tu peux entendre, avoir une sensation. Mais c'est vraiment un des produits qui est le plus invisible, qui peut avoir le plus d'importance dans la vie d'une personne. Puis ça, des fois, les gens, on dirait qu'ils n'arrivent pas à le comprendre. Tout se passe tellement vite. J'ai vécu une histoire. J'avais un jeune entrepreneur qui était qui installait il avait fait les toiles chez nous. Les toiles, les rideaux Mm. électroniques avec de l'automatique qui était connecté sur mon système central. Puis finalement, cette personne-là a fini par être mon client. Puis j'ai appris la semaine passée, vendredi, par sa mère qui est décédée. Fait que c'est. Puis il était très très jeune, là. Il devait avoir peut-être 27, 28 ans. Puis c'était vraiment quelqu'un qui était extrêmement en santé. J'aurais jamais imaginé que cette personne-là aurait pu décéder subitement à un âge aussi jeune. Fait que des fois, ça démontre que même dans des gens plus jeunes, ça peut arriver. Puis ça démontre l'importance de notre travail à la fin de la journée. Là. Ça peut tellement faire la différence juste de bien assurer les gens. Ça n'arrive pas juste aux autres. Totalement. Totalement. Faut être capable d'affirmer au client que c'est de la vraie argent. Je veux dire, la finalité de l'équation, la fin de l'aventure d'un produit d'assurance, c'est la réclamation, c'est le sinistre qu'on appelle. Tu sais, c'est quand vient le temps de. Puis là, c'est un vrai chèque. C'est ça. Dans le fond, c'est un peu contre nature, mais il n'y a rien de plus fort pour un conseiller ou une conseillère de régler une réclamation pour se convaincre à quel point la mission, ce qu'on fait, est extrêmement utile pour la société. Ouais, c'est que ça matérialise notre travail. Des fois, tant longtemps que t'as pas été porter des chèques de décès à des familles, des mères qui vont devenir veuves, qui ont trois, quatre enfants, ça fait toute la différence de pas être stressé financièrement quand tu vis déjà le deuil d'un être cher. Fait que puis aussi, c'est même pas juste là, on parle d'assurance vie, mais en protection du vivant, je regardais justement ton article sur LinkedIn. Peut-être que ce serait bon si tu peux en parler un petit peu plus. Je trouve que des fois, on comprend mal un peu l'origine de certains produits. Puis de ton côté, je vois que tu es allé jusqu'au bout pour en savoir plus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Louis-Xavier, j'ai eu une expérience assez extraordinaire que je ne pensais pas vivre. Tu sais. J'ai booké un voyage en Afrique du Sud au printemps 2024. Le voyage a eu lieu là, en novembre 2024. Je savais inconsciemment que l'assurance maladie grave a été inventée, créée par un monsieur qui s'appelle Dr. Marius Barnard, qui est un chirurgien cardiaque. Et on a déjà vu sur des diapos, fin des années 90, début des années 2000, on voyait ça sur les présentations d'assurance maladie grave, que le produit a été inventé à Cape Town, en Afrique du Sud.
Mais quand je boucle le voyage, je ne fais même pas le lien. Mais quand j'arrive là-bas, je vois la rue, le boulevard Christian Barnard, qui est le jeune frère de Marius. Et je vois l'hôpital, le centre universitaire médical qui porte son nom. Ce sont des superstars là-bas à Cape Town, en Afrique du Sud. Ces deux frères-là, ces deux chirurgiens-là. Et on comprendra que c'est un voyage organisé, là, parce qu'on a fait plusieurs choses, des safaris, puis on s'est promené un peu partout en Afrique du Sud. Donc, il y avait une plage de temps assez petite pour aller visiter le musée de la première transplantation cardiaque au monde, qui a eu lieu en décembre 1967. Donc, c'est ces deux messieurs-là qui ont transplanté un cœur d'une jeune femme qui venait avait eu un accident de voiture dans le corps d'un homme de 55 ans qui avait une certaine santé sportive, mais il avait un cœur malade. Donc, ils ont transplanté le cœur. Et ces gens-là deviennent des superstars au niveau au niveau du monde entier dans les années 70. Et Dr. Marius, le plus vieux des deux, commence à comprendre à quel point, et c'est écrit dans son livre que j'ai acheté, que j'ai lu, je vais vraiment te le présenter, c'est Defining Moments de Marius Barnard. Dans son livre, il explique que plus les années passent, plus l'espérance de survie des patients qui ont des problèmes cardiaques augmente. Donc, les patients rentrent à l'hôpital, soit à l'hôpital de Cape Town ou soit à celle de Johannesburg, où il a travaillé aussi au privé, et ils se font appeler, ces chirurgiens-là, les miracle surgeons, les chirurgiens miraculeux, qui font des miracles avec les maladies du cœur. Donc, pour une raison, là, pour la même maladie, là, il y avait un décès comme en dedans de 30 jours, bien là, eux guérissent les gens, ils les font vivre pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans, 12 ans, 15 ans de plus. Et c'est ce lien-là qui fait que M. Marius Barnard réalise que les gens sont soignés, mais quand ils sont soignés, il faut qu'ils prennent 2, 3, 4, 5 mois de congé de leur travail. Et en Afrique du Sud, les soins de santé sont gratuits ou assurés, mais les gens ne sont pas capables d'arrêter de travailler 3 à 6 mois. Et on ne parle pas de gros montants. Il faut reculer là, au début des années 80, les gens, et 3 à 6 mois de remplacement de salaire, c'est peut-être 3 à 5 000 $, je ne sais pas. Puis il y a des anecdotes relatées, donc, où la jeune femme, mère monoparentale, ne peut pas prendre 3 mois de congé de son travail pour se faire soigner, pour se faire opérer au cœur. Mais la cliente a de l'assurance vie. Et Dr. Barnard regarde et voit cette cliente-là qui ne va pas se faire soigner, qui va décéder dans 90 jours, et le chèque d'assurance vie va être écrit, la réclamation va avoir lieu. Les enfants vont recevoir le montant d'assurance vie, mais si elle avait eu juste une portion de ce montant-là de son vivant, elle aurait été soignée, puis les enfants auraient encore leur mère, puis elle aurait eu un taux de survie, mettons, je ne sais pas moi, 5 ou 10 ans. Et puis ce monsieur-là, il n'a pas besoin de faire ça. Là. Il est chirurgien cardiaque. Là. Il a une vie extrêmement prestigieuse. Il a fait le tour du monde après cette opération-là. Il y a des anecdotes où il est allé en Pologne, en Allemagne de l'Est, en Roumanie, en Argentine, entre autres aux États-Unis, où il est allé enseigner à d'autres chirurgiens comment aider et comment réussir, disons, des soins au niveau du cœur, parce qu'ils sont des ultra spécialistes. Mais lui, en plus, a réfléchi à l'assurance et à comment convertir, si on veut. On dirait que l'essence, le début de son aventure, c'est convertir du capital assuré vie en montant payé d'avance pour que ma patiente puisse prendre 3 à 6 mois de congé. Je vais la soigner. Elle va vivre plus longtemps. Tout le monde est gagnant. Et il écrit même dans son livre qu'il est surpris que personne n'y ait pensé avant. Il n'en revient juste pas que ça n'existe pas. Un produit d'assurance qui verserait un capital assuré, si moindre soit-il, pas besoin que ce soit très, très gros, en lien avec un diagnostic. Et les 3 fameuses maladies, cancer, crise cardiaque et... les 3 maladies, c'est quoi nos 3 maladies? Cancer, crise cardiaque, AVC. Étaient les 3 premières maladies couvertes par la première police d'assurance, lancée en 1983, à Cape Town, en Afrique du Sud. OK. Puis il n'y avait pas eu d'autres avant 1983. C'est quand même assez particulier. Hein? Et là, M. Marius a été contacté par des gens aux États-Unis, une dame, entre autres, qui signe
qui signe un préface dans le livre, qui a dit, écoute, viens nous parler de ça. Et certains conseillers, encore ici à Montréal, qui ont les cheveux plus gris que toi puis moi, mettons, se souviennent d'avoir vu Dr. Marius Barnard en conférence au Canada, milieu des années 90. Parce que dans son livre, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un chapitre sur le Canada comme tel. Vois-tu? Je ne sais pas si tu vois. OK. Donc, c'est loin l'Afrique du Sud, c'est 20 heures d'avion. Puis dans son livre, il y a un chapitre sur le Canada qui a beaucoup comme avec qui a fait beaucoup d'affaires, qui respecte beaucoup, qui a adoré. Et bon, c'est ça. Donc il relate toute son histoire, si on veut, et comment ils ont développé avec les réassureurs, puis comment ils ont lancé ça tranquillement. Puis c'est devenu aujourd'hui ce que c'est devenu. Tu sais, aujourd'hui, on est ailleurs, c'est sûr. Mais je trouvais ça, écoute. Quand tu es en voyage, je sais pas, moi, j'ai jamais connu un conseiller qui dit je suis allé visiter le siège social de Munich Assurance à Berlin ou, de, je sais pas s'il y a un assureur là, de vie, mettons, en France. Personne ne fait ça, mais quand tu croises ces gens-là, en tout cas, des portions de l'histoire là, dans mon voyage social, dit familial, c'était fascinant. Puis, Par contre, quand on a visité le musée, mais j'étais avec ma femme, on était les seuls visiteurs de la journée. Donc, pour la petite histoire, ça n'intéresse personne en Afrique du Sud, sauf peut-être des classes là, universitaires, là, des étudiants. OK, fait qu'il y avait pas beaucoup de... Puis j'imagine ces deux messieurs-là, ils doivent être décédés. Oui, oui, ils sont décédés. Monsieur Marius est décédé dans les années 2010, je crois 2014. OK. Christian, le plus jeune, est décédé beaucoup plus jeune dans un accident bête. Euh, mais, ouais, c'est ça. Écoute, j'ai pris beaucoup de photos. J'ai des vidéos aussi. On est en train de fignoler une présentation qui va être plus étoffée, si on veut, avec beaucoup de détails, que je vais partager avec la clientèle. Mhm. Puis, c'est très éducatif, très pédagogique. Puis, ça va probablement aider les conseillers et les conseillères à expliquer à leurs clients la raison pour laquelle ils devraient en acheter. Parce qu'il n'y a aucune raison logique de ne pas avoir de l'assurance maladie grave. Zéro. Si tu es en santé, tu devrais en avoir un morceau, une base, un montant, un T10, un T20, quelque chose, ne serait-ce que pour, juste pour la protection. Sans Ouais. parler là, des stratégies là, d'assurance permanente, puis de retour de prime, puis de la fiscalité sous-jacente. Fait on dirait que les statistiques sont vraiment basses en ce moment du nombre de consommateurs qui ont une assurance maladie grave. C'est vraiment encore un marché qui est relativement presque vierge. Oui, Les statistiques sont très, très basses. ça se tient, je ne sais pas si tu as vu les mêmes statistiques que moi, mais ça se tient à peu près à entre 8 et 10 du volume d'un assureur, peu importe un assureur X en Amérique du Nord, c'est entre 8 et 10 de ses primes qui sont de l'assurance, de la prime d'assurance maladie grave. Mhm. Fait que ça fait que. Puis c'est quoi une personne sur. C'est quoi, c'est 40% des gens qui ont une assurance? Peut-être une personne sur deux qui ont de l'assurance vie. Fait que ça donne une idée de pouvoir un peu faire certaines statistiques. Que peut-être 4-5% des gens ont une assurance maladie grave, même pas. Exactement. Fait que le Exactement. volume, tu sais, c'est pas nécessairement. Il peut y avoir des gens qui prennent des grosses polices qui coûtent cher, fait que ça vient. Mais encore là, comme tu disais tantôt, t'es pas obligé de prendre tout le temps une protection qui est permanente. Tu peux commencer juste avec un temporaire ou même un avenant au contrat. Des fois, il y a des Oui, assureurs comme la part des assureurs qui offrent des petits montants de plus oui, sans sélection additionnelle. oui, Tu sais, ça, je pense que ça devrait être un peu plus poussé. Puis, ou sinon, je suis surpris qu'il n'y a pas plus de gens qui le font. Mais de l'épargne santé, tu sais, vous dites que vous pouvez avoir un retour de prime, puis si vous n'utilisez pas, vous pouvez avoir votre argent. C'est quand même oui, un produit qui pourrait être encore plus vendu, mais qu'on le voit quand même pas souvent. oui. Tu sais, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2025, tu vas rencontrer un client au hasard, là, qui a une job, là, tu vois, tu sais, ou en tout cas, qui a le goût de rencontrer un conseiller, une conseillère, là, bon, qui veut de l'information, qui est responsable. C'est assez rare que ces gens-là n'ont jamais entendu parler d'assurance maladie. Tu sais, tout le monde en parle, tout le monde en vend plus, mais au moins, pour le conseiller, la conseillère, tu n'as pas besoin de commencer scratch, là, tu sais, écoute, on va aller sur Google, on va aller lire c'est quoi, tu sais, avoir des espèces de références très rationnelles là, pour le consommateur.
je pense qu'on est rendu à l'étape où le consommateur dit oui, oui, j'en ai entendu parler, ouais, c'est vrai, il faudrait que je regarde ça, comment ça coûte. Puis, Mais c'est que des fois, les gens vont prioriser de faire une grosse protection permanente au lieu de penser en amont à la protection du vivant. Puis ouais. ça, tu sais, je pense qu'une jeune famille qui commence, mais on peut faire temporaire 10 ans en vie, temporaire 10 ans en maladie grave, une, une bonne protection qui couvre l'invalidité, puis Exactement. le tour est joué. Fait que, tu sais, la protection du vivant, moi, comme je dis toujours, si tu n'as plus d'argent qui rentre, comment tu vas arriver à payer ta prime d'assurance? Fait que moi, je pense que dans la vie, il y a toujours des priorités. Puis au début, ben, les priorités, c'est d'avoir une protection qui est complète et non juste prendre une grosse permanente puis pas penser à la protection du vivant. Une des choses que Dr. Marius Barnard écrit dans son livre, puis ça m'a frappé, je l'ai souligné en jaune, il explique que les jalons, c'est un peu macroéconomique, mais les jalons de l'ère industrielle, le monde dans lequel on vit, nous, en Occident, là, tu sais, l'ère industrielle, donc il y a différentes étapes, mais l'assurance a toujours suivi ces étapes-là. Autrement dit, il y a eu des grands feux, bon, l'assurance incendie a été inventée. Après ça, il y avait des bateaux qui se promenaient partout dans le monde, mais l'assurance navale a été inventée, puis ainsi de suite. Mais quand on arrive à aujourd'hui, donc lui, c'est ce qu'il se disait des années 80, tu sais, je vais inventer un produit qui va faire en sorte que les gens malades vont pouvoir arrêter de travailler pour se faire soigner, pour continuer à vivre. Parce que lui, il se dit, le capital existe, là. L'assureur, il a l'argent. Le capital vie, mettons, c'est 100 000. L'argent est là. Mais pourquoi tu n'en donnes pas 15 000 à mon client ou 10 000 d'avance, tu sais, au diagnostic? Bon. Euh, et aujourd'hui, ben, cette industrialisation-là, ça fait en sorte que, ben, si on suit, mettons, les salaires beaucoup plus importants, ce qu'on a à perdre, les maisons sont plus grosses, ils valent plus cher, puis le monde en a deux, puis un chalet, puis ainsi de suite. Donc, tu sais, ton montant d'assurance augmente en capital assuré vie, mais parce que ça suit cette espèce de vague-là d'enrichissement de la société, mettons, occidentale. Donc, on prend le Canada, mais donc, Mhm. plus tu en as à perdre, plus il faut que tu penses à l'assurance. Tu t'en sors pas, là. Fait que les gens qui disent ouais, mais là, j'en paye déjà beaucoup d'assurance. Ouais, mais c'est parce que tu as beaucoup de choses à perdre, comme tu viens de dire. Tu sais, si tu es malade et tu peux pas aller travailler, comment tu vas faire pour payer tes primes, pour continuer à vivre? Donc, ça te prend de la Puis, protection. puis des fois, les gens disent, ben, j'ai une assurance collective au travail ou j'ai une assurance invalidité. Mais il faut comprendre que la plupart du temps, si on tombe, on a une maladie grave, peu importe, mais finalement, ça va affecter aussi les gens autour de nous qui ne pourront pas réclamer leur assurance invalidité. Fait que si finalement, la conjointe ou le conjoint doit arrêter de travailler pour s'occuper des enfants ou de la personne malade, Ouais. ben, ça veut dire que même si vous avez une des deux personnes qui est couverte, vous avez des bonnes chances que la deuxième n'ait pas son revenu. Fait que c'est un peu pour ça que l'assurance maladie grave. C'est sûr que moi, dans mon échelle de priorité, ben, je me dirais, je prendrais une assurance invalidité avant une maladie grave. Mais encore là, je pense que les deux sont très importants à cause que si tu tombes totalement invalide puis tu n'as plus de revenus tout le restant de ta vie, ton risque financier est encore plus grand, d'après moi, que de tomber malade. Mais tomber malade, des fois, les gens me disent, j'ai une assurance salaire. Mais c'est pas suffisant. Si tu tombes malade, ben, ta femme ne peut plus travailler. Ça fait 50 000 net par année. Un an de convalescence, ben, c'est 50 000 peut-être que vous allez devoir prendre dans vos REER, dans votre CELI. Puis 50 000 perdus aujourd'hui, si on fait juste les calculs actualisés avec un taux de rendement, ben, ça peut être plusieurs centaines de milliers de dollars qui sont perdus pour le futur. Fait que c'est pas juste l'impact immédiat, c'est l'impact futur pour le restant de notre retraite puis notre vie. Sans considérer, Louis Xavier, le fait que tu peux être admissible à un versement d'assurance maladie grave avec le diagnostic, et ça peut te rendre, tout en étant non admissible à réclamer ton assurance salaire. Tu sais, le médecin pourrait ne pas dire tu vas être invalide 6 mois suite à un diagnostic d'assurance maladie grave. Donc, tu ne serais pas admissible à réclamer ton assurance salaire, qu'elle soit collective ou personnelle. Fait que tu sais, faut aller un petit peu plus loin. Moi, je vois beaucoup de conseillers, là, je suis extrêmement surpris. Il y a beaucoup de conseillers qui sont juste formés sur de l'assurance vie. On dirait qu'ils vendent juste de l'assurance vie. Puis moi, dès le départ, quand j'ai commencé dans le domaine, c'est déjà une importance pour moi, la protection du vivant. Dès le début, je faisais déjà beaucoup de contrats en invalidité.
Puis ça a toujours fait partie de mes propositions, parce que pour moi, je vois vraiment l'assurance invalidité vraiment comme la base d'une fondation, d'une pyramide. C'est ça qui génère tes revenus. Donc, j'ai toujours fait cette allusion-là. L'exemple que j'ai souvent donné, c'est un peu comme si, à la fin de la journée, on a une machine à argent. Tu dis au client, toi, si tu aurais la chance d'avoir une machine à argent, est-ce que tu l'assurerais dans le cas d'interruption, qu'elle soit brisée, pour que tu continues à tout le temps avoir de l'argent? Oui. Ben, dans le fond, toi, tu es une machine à argent également. Fait que cette allusion-là, des fois, fait juste comprendre aux clients d'une façon un petit peu plus visuelle que finalement, c'est eux la machine à argent. Tout à fait. Tout à fait. Le générateur de revenus, il doit être en continu, puis à moins que tu aies 1 ou 2 millions à la banque, là, à 3, 4 5% de rendement, il faut qu'on travaille. On génère encore le revenu en continu, ce qui est la principale richesse. C'est constamment pouvoir emprunter, rembourser la dette, puis d'améliorer ton mode de vie. Ouais, faut juste pas être un espèce de vendeur. Faut vraiment prendre le temps de faire une bonne analyse des besoins financiers avec le client, qui inclut tous les volets. Puis après ça, vraiment faire des recommandations qui ont du sens. Puis être sûr que la personne a pas de problématique. C'est sûr que si à la fin de la journée, tu assures ton client, tu couvres son revenu jusqu'à 65 ans, tu fais au moins 1 à 2 années de salaire en maladie grave. Puis après ça, en assurance vie, ben, tu t'assures de couvrir les dettes, t'assurer que tu as un bon remplacement de revenus jusqu'au moment que les enfants soient en âge de maturité. Puis ça prend pas des calculateurs extrêmement complexes pour être capable de faire des bonnes recommandations au client qui va être couvert pour tous les aspects de sa vie. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, puis pour monsieur et madame tout le monde, les gens qui sont pas en entreprise, avoir l'assurance temporaire dans l'assurance maladie grave, tu peux aussi greffer le retour de prime au décès sur du temporaire. Tu sais, mais sinon, juste la protection comme telle, comme les gens ont de l'assurance auto et habitation, la protection coûte vraiment pas cher. Au renouvellement à l'année 11, un T10 en assurance maladie grave, normalement, renouvelle à un taux tarifié, c'est-à-dire un taux qui est à peu près le même taux que tu paierais si tu retournais en tarification complète. Là. Oh. C'est pas un renouvellement ultime, là, comme en assurance vie. Et tu te protèges pour un montant correct là, qui te permettrait d'arrêter de travailler, là, 6, 12, 18 mois de remplacement de revenus. Puis des fois, en tant que conseiller aussi, le fait de faire des fois des protections qui sont des temporaires 10 ans donne la possibilité à n'importe quel client qu'on parle, dans quelques années, sa situation évolue. Souvent, les gens vont avoir des nouveaux enfants, une nouvelle maison. Fait que d'avoir des temporaires 10 ans, c'est pas négatif. Fait que ça va permettre de pouvoir réévaluer la situation du client. Puis si finalement il n'est pas assurable, la part des assureurs aujourd'hui ont des droits de transformation inclus en temporaire. Fait que je vois pas pourquoi que souvent les gens font un T20, T30. Ben, tu viens de t'assurer que tu n'auras pas trop d'opportunités à faire dans le futur. Donc, le T10 c'est un super beau. Moi, j'avais vu quelqu'un au début de ma carrière, puis lui faisait que des T10. Puis là, après ça, quand j'y ai reparlé, qui était rendu à sa 10e année ou 9e année, ben, il dit, il y a beaucoup de gens avant ça, de toute façon, qu'on a remodifié leur plan. Puis après ça, ça faisait l'occasion, si quelqu'un n'avait pas eu trop de modifications dans sa vie, j'allais le revoir à la 9e, 10e année, puis on faisait ses protections avec lui. Fait que, tu sais, lui essayait toujours, dans ce temps-là, il n'y avait pas encore les options de transformation en temporaire automatique. Mais tu sais, quand tu y penses, si, attends, l'assureur dit c'est tant d'années, ben, tu as tout ce nombre d'années-là pour t'assurer que tu protèges l'assurabilité de ton client. Puis, si finalement le client il se rend compte que le plan n'a pas changé, les montants sont bons, il n'y a pas eu de nouveaux enfants, OK, mais peut-être dans 5 ans, ça va être le temps, on va te mettre un 20 ans, puis là, ça va correspondre à la limite de tes besoins, puis ça va être plus logique. Mais au moins, tu peux te mettre une assurance qui est comme un temporaire pour justement déterminer qu'est-ce qui se passe dans la vie du client dans les prochaines années. Exactement. Exactement. Non, puis au moins, tu as protégé les gens. Comme tu dis, tu as toute la flexibilité après de transformation, puis même de programme d'échange les 5 premières années pour ajuster. Mais ça te fait des raisons ça te fait des raisons, comme on dit, pour rappeler le client, des raisons pour faire tes suivis, justement. Est-ce que votre situation a changé? Exactement. Puis c'est plus que j'avance, dans notre modèle d'affaires à nous, on est beaucoup sur l'éducation, des formations quotidiennes, etc. Puis des fois, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'informations de base, ou même des fois, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de gens en général, on dirait qu'ils ont pris le temps des fois d'expliquer des concepts de base qui sont très simples,
mais qui peuvent faire toute la différence. Tu sais, le but, c'est que, selon mon opinion, un bon conseiller en sécurité financière va être un bon vulgarisateur. Puis il va être capable, dans le fond, que la personne soit en mesure un peu de figurer que si ça lui arrivait, cette situation-là, ben, d'être capable de se mettre en scène, puis déjà de réfléchir aux conséquences qu'il pourra avoir. Puis ça fait toute la différence. On dirait qu'il y a beaucoup de conseillers qui oublient un peu que dans une présentation, il faut des fois faire mourir le client, le tomber invalide, le faire avoir une maladie grave. Puis il n'y a rien de mieux que si tu fais réfléchir à la personne à ce scénario-là. Moi, je dis ça des fois dans mes présentations. Adresse-toi au bénéficiaire qui est préoccupé. Trouve le bénéficiaire préoccupé. Des fois, tu t'adresses au monsieur, mais le bénéficiaire, c'est sa femme. Tu sais. Et ou, si tu t'adresses à la même personne, mais bon, comme tu dis, tu la mets dans un scénario où il y a une invalidité, donc le bénéficiaire, il en pense quoi? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Là? Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui pour couvrir le risque et ou, des fois, on dit transférer le risque à un assureur, transférer le risque à la tierce personne. Tu leur verses une prime, puis si le sinistre s'exerce, ben écoute, ils vont te protéger. Tu vas recevoir de la vraie argent. Tu sais, je reviens à ce que tu disais au début, là, c'est pas comme acheter un auto, mais c'est de la vraie argent. Mais j'aime ce terme-là, transférer le risque à une compagnie d'assurance. C'est un terme que j'ai pas abordé avant ou trop souvent dans ma vie, mais plus que je pense, mais c'est tout à fait logique. C'est juste une question de transfert de risque. Puis aujourd'hui, tu peux avoir tellement de produits, d'outils qui sont un mix d'investissements. Que ce soit de la maladie grave, que ce soit de l'assurance invalidité, que ce soit de l'assurance vie, tu as des produits qui peuvent avoir des remboursements de primes, des valeurs de rachat, etc. Donc, tu peux même rendre que tu vas avoir une tierce partie qui est l'assureur qui assume le risque. Par ça, tu peux même capitaliser au fil des années. Donc, tu sais, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison. Si une personne qui n'a pas d'assurance, qui n'en achète pas, ben, c'est sûrement qu'elle n'a pas bien compris l'importance. Des fois, naturellement, ça peut être le budget. Mais des fois, c'est juste de voir, en tant que conseiller en sécurité financière, on devrait demander au client, tu sais, même faire un budget avec le client. Des fois, OK, ben finalement, je vais à chaque jour au Tim Hortons, ça me coûte 10 par jour. Ben, c'est 300 par mois. Ben, cet argent-là pourrait être investi différemment, puis que tu fais ton propre déjeuner puis ton café chez toi. Puis là, tu pourrais te libérer du budget pour t'acheter de l'assurance. Fait que, Ouais. tu sais, je pense que la raison de l'argent, il y a peut-être vraiment des cas que la famille peut vraiment pas arriver. Elle achète tout, elle essaie d'économiser, puis elle n'est pas capable d'acheter de l'assurance. Mais dans un cas comme ça, ben, on essaie de faire notre possible pour les aider. Des fois, il y a des familles qui connaissent pas nécessairement tous les droits qu'ils peuvent avoir, des retours fiscaux, des avantages en tant que parents. Des fois, c'est pas tout qui est maximisé. Fait que, il faut essayer de trouver des façons de les aider à économiser, puis au moins qu'il y ait des protections temporaires minimales, là. Mais c'est bien ça. Je pense que les conseillers peuvent aller un peu plus loin, justement, dans la gestion de la dette, dans la gestion du budget, sans granuler là, tu sais, tous les postes de revenus et dépenses. Ben, c'est surtout dépenses, mettons, où il y a beaucoup de postes, mais tu sais, si tu en connais un peu plus, encore une fois, si tu as la curiosité de t'intéresser puis de comprendre d'où vient le client, est-ce que c'est un prêt étudiant est-ce que c'est un prêt pour la piscine, est-ce que c'est une réconciliation de dette qui a été faite, puis là, bon, on arrive à terme, mettons, dans un an, là, il y a un paiement de 392$ qui va être terminé. Ben, c'est ça que le conseiller, la conseillère a besoin de savoir. D'un coup que tu le sais, là, on est ailleurs, parce que là, on comprend qu'il va se libérer des sommes mensuelles dans un mois, 6 mois, 12 mois. Mais tant qu'on ne le dit pas, qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse à la fin? Le client va dire, je vais y penser. Mais c'est parce que tu n'es pas au courant de ce que le client t'a pas dit. Là, fait c'est pour ça qu'il faut faire dire, il faut profiler le client et après faire en sorte qu'il achète de nous. Exactement. Puis des fois, les gens disent, ah, j'ai un paiement d'auto, j'ai pas le budget pour acheter de l'assurance. Mais finalement, ils ont un CELI de 2000 puis il reste 4 mois à payer. Ben, vous pourriez juste rembourser le paiement de l'auto. Puis là, vous allez vous libérer du budget. Puis là, on va pouvoir faire de l'épargne systématique, mettre votre budget en assurance. Tu sais, essayez juste des fois de... je pense qu'il faut juste essayer des fois d'être créatif, trouver des idées pour la gestion de la dette. Tu sais, des fois, tu as des cartes de crédit à haut taux d'intérêt, mais il y a des banques qui sont très contentes de te faire un taux promotionnel pendant 12 mois à 0%, 1 ou 2%.
pour transférer tes dettes, mais des fois, tu peux essayer de faire une cascade, puis rembourser tes dettes à haut taux d'intérêt. Puis, fait que tu sais, moi, je pense que le rôle du conseiller n'est pas juste de vendre l'assurance, c'est de devenir un peu la personne clé pour l'ensemble de leurs soucis, leurs questionnements. Tu sais, il faut aller chercher une valeur ajoutée plus importante. À cause de ça, on est juste une personne qui donne pas de conseils, qui fait juste essayer de vendre, mais ce sera pas long que l'intelligence artificielle va vous remplacer. Fait que c'est... Il faut vraiment avoir essayé un jour, tu sais, les assurances ça va s'acheter en ligne, puis le monde ne voudra pas parler à un être humain, parce qu'ils vont se dire que ChatGPT va peut-être avoir plus de valeur ajoutée qu'eux-mêmes. Fait que, encore là, c'est sûr qu'on a tout le temps les conseillers qui vont quand même, tu sais, faire de la prospection, qui vont aller chercher des clients qui vont pas acheter par eux-mêmes. Fait que, tu sais, je pense pas que le monde va être remplacé complètement, mais dans le sens que essayons d'avoir de la valeur ajoutée pour nos clients. C'est ça. Moi, de mon côté, c'est toujours ça qui m'a permis d'avoir beaucoup de succès, valeur ajoutée avant tout, puis après ça, ben, le reste se faisait par soi-même ou presque. Exactement. Et ça, c'est très important, ça, dans générer de la valeur chez le client. Respecter, puis ne pas assumer que le monde ne comprenne pas quand on l'explique, c'est certain, mais il faut aussi assumer qu'il y a mettons, une portion importante de la population qui n'est pas intéressée aux détails du monde financier. Nous, c'est parce qu'on baigne dedans, là. Et des fois, tu rencontres quelqu'un, là, puis tu as une discussion sans que ce soit un client potentiel, puis tu t'aperçois qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Ils n'ont pas beaucoup de notions de comment les affaires peuvent se structurer, comment elles peuvent fonctionner. Puis ça, de temps en temps, il y a des études sortent là-dessus. Là. C'est les grands groupes financiers qui sortent les espèces de sondages. Là. Ils parlent de littératie financière. C'est sûr qu'il ne faut pas aller trop dans les détails, mais il faut essayer d'être constamment à jour pour avoir une conversation avec la cliente et d'aiguiller un petit peu certaines choses, entre autres juste sur la gestion de la dette, comme tu mentionnes, les versements, les paiements, la contribution REER qui va générer un gros retour d'impôt, et ainsi de suite, pour générer de la valeur, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la force qu'on a du conseil, puis sur une période de 5 à 10 à 15 ans, les bons conseils font une énorme différence. Énorme. Ben oui. C'est astronomique, je veux dire. Mais je pense que c'est le point que je me suis rendu compte, c'est que des fois, il manque d'éducation en général, même pour les conseillers en sécurité financière. Des fois, il manque de coaching. Puis c'est. En tout cas, moi, de mon côté, plus que j'avance, ben, plus que je comprends que ma mission est claire. Ben, c'est juste d'aider le plus de conseillers en sécurité financière à être capable de prospérer, bien aider leurs clients, puis développer les aptitudes nécessaires pour bien les comprendre. Parce que moi, je me dis toujours, on a tellement un domaine que on peut avoir presque des revenus qui sont infinis, puis il y a tellement de gens qui réussissent pas. Puis ça, c'est souvent dû juste par soit le manque d'expérience, le manque de connaissances, le manque de coaching, le manque de motivation. Fait que tu sais, nous, notre mission qu'on a développée, ben, c'est qu'on se dit, on va essayer de tout englober ces points-là pour être capable d'aider les gens. C'est juste ça mon point de vue, c'est que si on les aide sur plus de sphères, ben, les gens vont pouvoir mieux réussir. Puis d'être capable d'avoir une moyenne de revenus qui est plus élevée. Ça, c'est mon objectif. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, bon, pour faire le lien avec, comme tu disais, la valeur ajoutée, mais moi, je suis convaincu que ça fait en sorte que notre domaine va toujours exister parce que le monde va toujours vouloir acheter de quelqu'un, avoir du conseil personnalisé ou se sentir compris, comprise par le conseiller, la conseillère. Et c'est pourquoi ils vont acheter de cette personne-là. Il y a aussi toute la notion de la réclamation. Là, c'est bien beau, là, l'Internet, là, mais quand les gens ont une situation, ils ont besoin de parler à quelqu'un. Tu sais, quand vient le temps de réclamer, tu ne veux pas faire affaire avec une machine ou avec un site web. Il faut que ça soit... faut qu'assez vite que tu aies une forme de conversation avec... puis, tu sais, il faut que ça se passe ici, au Québec, au Canada. Il faut que ça se passe dans ta langue. Faut que... Parce que la réclamation devient devient critique, tu sais, dans ton expérience client, mettons. À 100%. Mais moi, je trouve qu'on est dans un domaine qui est tellement incroyable. On a tout le temps à apprendre. À chaque jour, j'apprends des nouvelles notions, des nouvelles idées. Des fois, je présente un concept d'une façon. Puis là, je parle à quelqu'un d'autre. Il me dit, moi, je le présente de telle façon. Wow! Sérieusement, je l'avais pas entendu de cette façon-là avant. Fait que moi, je me dis, si on serait plus dans un cadre que les gens partageraient leurs conseils, leur entraide, puis c'est un peu l'essence que j'ai parti le podcast des CSF.
Je me suis dit, mais c'est le fun, on va essayer de s'entraider, que la personne soit dans un autre réseau ou dans le mien, mais pourquoi pas essayer comme de juste s'entraider comme collègues. Il y a tellement de gens qui sont pas assurés à travers le Canada, à travers le monde, que globalement, il faut tous travailler ensemble pour être capable d'atteindre cet objectif-là, qu'il y ait plus de familles assurées. Il va toujours avoir de la place pour tout le monde. On est dans un marché que il y a tellement de gens mal assurés, pas assurés. Puis ça, c'est des gens vraiment qu'il faut essayer de cibler puis travailler fort pour obtenir. Je parle de ça des fois dans mes présentations. T'sais, les conseillers en sécurité financière, ils ont l'impression des fois qu'ils sont en compétition, mais souvent, tu es en concurrence. La compétition, ça serait, mettons, l'autre conseiller, l'autre conseillère, mais c'est pas tout le temps ça qui se passe. Souvent, tu es en concurrence contre le choix financier que le client veut faire avec le même 200 ou 300 dollars par mois. Et là, on est ailleurs. Autrement dit, le client peut dire, je vais y penser, il peut dire, je vais aller voir un autre conseiller. Là, dans ta tête, tu te mets en compétition. Puis là, c'est pour ça peut-être que tu n'as pas le goût des fois de partager avec tes collègues, ou qui en sachent trop sur ce que tu fais. Mais la vérité, c'est que c'est souvent le client qui est en train de se dire, pourquoi est-ce que j'allouerais dans mon budget ce montant-là de 200 pièces, mettons 100 dollars de REER par mois, plus l'autre 100 dollars en protection. Donc là, le conseiller est en concurrence contre d'autres postes budgétaires. Et ça, il faut que tu les connaisses, il faut que tu les fasses dire, il faut que tu aies la curiosité intellectuelle de faire dire par ton client c'est quoi tes priorités, c'est quoi tes plans, où tu t'en vas là, à court terme, 3 6 mois. Si le client pense s'acheter une piscine creusée cet été puis que c'est 472$ par mois, ben, elle est là ta concurrence. C'est pas des jardins ou les banques, ta compétition, c'est qu'est-ce que le client va faire avec son budget mensuel qui devient ton défi. Tu sais. Ouais, puis des fois, de mon côté, ça m'arrivait, attends, je voyais le client, OK, je vais finir de payer telle dette, telle date. Ouais, Mais note-les, ces dettes-là. Tu vas pouvoir peut-être faire un pack avec ton placement, ouais, rajouter des exact. produits, transformer une protection temporaire en permanente. Tout à Donc, tu fait. sais, c'est important le suivi, de se noter des dates stratégiques dans Oui, les vies de nos clients. Avec ça, ça peut générer beaucoup d'opportunités. ah, tout à fait. Tout à fait. Puis ça démontre le sérieux du conseiller. Puis si le client dit oui, appelle-moi 15 jours avant, là, tu as un client qui vient de dire j'achète de toi, j'achète ton conseil. Puis, Puis ça remonte au point qu'on disait tantôt. Supposons que tu as un conseiller qui dit, moi, je propose juste des vies universelles ou des assurances-vie participatives. Ben, si ta proposition, il y avait le conseiller A et le B. Le A propose que de l'assurance-vie avec investissement. Le B, ben, dit, je vais faire un programme avec de l'assurance temporaire. Je vais faire une invalidité, une maladie grave. Ben, le client, s'il comprend bien puis que le conseiller lui a fait comprendre les risques potentiels pour sa famille, ben, la décision va sûrement aller vers la protection complète versus un conseiller qui proposait juste une gamme de produits. Fait que c'est protégez-vous de la. C'est soyez juste le numéro un. Si vous proposez quelque chose, proposez une protection, une solution qui va aider le client sur l'ensemble de ses besoins financiers. Puis c'est sûrement vous qui va gagner la plupart du temps contre l'autre conseiller qui pensait peut-être qu'il n'y avait pas les connaissances non plus dans la protection du vivant. Fait que tu sais ça, il faut juste être le premier point que tu disais tantôt, ben être curieux. Curieux, ben si vous n'en savez pas beaucoup sur la protection du vivant, commencez à étudier les produits d'invalidité, l'assurance maladie grave. Tu sais, soyez curieux, puis vous allez être capable d'aider vos clients d'une meilleure façon. Donc soyez la personne qui est choisie à la fin par le client qui doit attribuer une partie de son budget à soit vous ou un autre conseiller. tout à fait. Ça me fait penser, tu sais, le modèle d'affaires de l'assurance en Amérique du Nord là, repose sur deux choses à peu près. Un, le système de rémunération. Donc, on paye d'avance. Right? On comprend que le client paye 100 dollars par mois, mais le conseiller peut faire 1600 pièces de commission. Là. Donc, là, on paye d'avance une rémunération, mettons, factorisée là, ou réassurée. On peut le verbaliser de différentes façons. Ça, c'est un. Puis, deuxièmement, les conseillers qui réussissent à vendre ce qu'ils ont à vendre, c'est des conseillers qui achètent ce qu'ils ont à vendre. Et ça aussi, ça a été écrit plusieurs fois. Assurez-vous, mesdames et messieurs, les conseillers et les conseillères, d'avoir les protections puis de les avoir achetées. Parce que les avoir achetés, c'est pas pareil comme les avoir à vendre. C'est deux mindsets différents, deux façons de voir les choses.
Donc, je sais pas, mais je dis ça de même, tu recrutes des nouveaux, vous êtes en coaching, vous êtes en expansion, c'est assez incroyable ce que vous avez comme réalisation puis succès. Puis je suis convaincu que beaucoup de vos conseillers souscrivent les produits, ils les achètent, ils se protègent, ils le structurent. Après ça, ben, quand ton client dit, écoute, ça vaut-tu la peine, ça? Mais il y a des conseillers qui sortent leur propre police, ils disent, ouais, voici ce que moi j'ai fait, voici ce que, tu sais, ainsi de suite. À 1000%. Moi, je pense que je le dis tout le temps à mes conseillers aussi, vous devriez vous-même avoir les produits que vous proposez. Exactement. Ah, j'ai pas le budget, mais comment tu veux être en mesure d'accompagner des gens si toi-même t'en as pas? Au pire, prends-toi des protections temporaires au début, Exactement. pour au moins que tu sois couvert. Tu Exactement. dois consommer ton propre produit. Fait que ça, c'est comme la base de tout. Mais sérieusement, d'après moi, il doit y avoir 50% des conseillers qui ont même pas d'assurance eux-mêmes. Fait Ben, que c'est le cordonnier mal chaussé, ben c'est souvent le cas, puis c'est c'est un must, là. Moi, j'ai tous les produits d'assurance, puis ça devient les une produits d'investissement conviction. que je... Ça devient une conviction. Le client va le voir dans tes yeux, là, tu sais. Si tu y crois, parce que tu l'as souscrit, tu l'as acheté, tu as acheté le fait que tu as transféré le risque à un autre assureur. Tu sais, si tu le regardes, mettons, bien rationnel, ben, il y a des clients pour qui ça va convaincre, là. Ça va À convaincre le 1000%. sérieux aussi du conseiller et de la conseillère. Tu sais, voici. Ben, c'est que tu peux ressentir une personne si elle ment. Donc, une personne qui dit «Ah oui, oui, j'en ai», ben, il suffit juste des fois que vous ayez un petit tic, vous clignez les yeux, vous faites ça, ben, le client qui comprend le corps humain va peut-être s'en rendre compte que vous lui dites des menteries, puis il va peut-être pas vouloir faire affaire avec quelqu'un qui est pas honnête. Donc, soyez honnête, soyez intègre, travaillez avec votre cœur. Puis ça, c'est, selon moi, le mot de la fin pour aujourd'hui. Le conseiller de demain ou de n'importe quel conseiller doit penser à les intérêts du client avant les siennes, ne pas penser à un produit qui paye plus qu'un autre, proposer juste ce qui est le mieux pour le client, puis ça va bien aller. Exactement. Parlez-en. Ben Semez oui. des petites graines, puis Ben, merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour cette belle rencontre. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, puis on va se revoir bientôt, c'est certain. ça m'a fait plaisir. Louis-Xavier, merci à toi, merci à toute l'équipe de Gros Financier Signature, puis à bientôt. Yes!